Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Merci d'être de retour parmi nous et je suis en compagnie de Xavier, autrement appelé les Xavier. Bonjour. Bonjour Mathilde. Comment ça va ? Ça va très bien. Ouais, moi aussi, très bien. Et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir tous les deux sur le plateau et de façon simultanée en plus parce qu'on a travaillé ça pour que ça tombe bien en même temps. Donc, est-ce que vous pourriez déjà me dire l'un et l'autre alors si ça vous embête pas, je vais vous appeler Xavier Accessi-Jeux et Xavier Réseau des Cafés Ludiques. Réseau des Cafés Ludiques, réseau, c'est le bon terme, ok. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter Xavier Accessi-Jeux, dis-nous un peu. Qui es-tu et qui est Accessi-Jeux ? Alors moi je suis donc Xavier, le président et fondateur de l'association Accessi-Jeux qui existe depuis 5 ans. Et donc on adapte les jeux de société pour les rendre accessibles aux personnes déficientes visuelles. Et on a une triple activité qui est à la fois la ludothèque du 12e arrondissement à Paris qui dispose de 180 jeux de société accessibles. On est boutique de jeux à destination de tout le monde, mais donc de jeux adaptés. Donc on a des médiathèques, des ludothèques qui se fournissent chez nous et des particuliers. D'accord. Et troisième activité, l'activité d'édition qui a commencé depuis l'année dernière où on réédite des jeux avec du matériel 100% accessible. D'accord, donc vous faites des rééditions de... Ok, bon, on en parlera. On en parlera après. Je garde ça sous le coude. Et donc Xavier du réseau des cafés ludiques. Et toi, qui es-tu ? Et moi, donc Xavier Béret, je suis gérant de l'heure du jeu, un bar à jeux à Rennes, même 2 bars à jeux maintenant à Rennes. Et je suis président du réseau des cafés ludiques depuis l'Assemblée générale de l'année dernière. Donc le réseau est une association qui regroupe une quarantaine de cafés-jeux en France qui ont des valeurs communes et qui ont envie de promouvoir l'activité de café-jeux un peu partout en France. Et ça fait 1 an dont je suis président. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord parler un peu plus avant du réseau des cafés ludiques, puis on parlera de votre travail ensemble, puis on partira plutôt sur le côté Accessi-Jeux. Ça vous va comme ça ? Parfait. Alors du coup, tu parlais de valeurs communes pour le réseau des cafés ludiques. C'est quoi les valeurs communes ? Alors les valeurs communes, en fait on a voulu... Un petit nombre d'acteurs de café-jeux, il y a 5-6 ans, on souhaitait se regrouper, se rassembler pour partager des pratiques, pour qu'est-ce que c'est que mettre en jeu, de mettre des gens autour d'une table de jeu dans un bar. D'accord. Quelles sont nos spécificités, comment on fait pour faire ça bien, des valeurs aussi sociétales, ouvrir un café... c'est aussi un acte politique, c'est aussi un acte d'engagement dans une cité pour le vivre ensemble, pour partager des choses et ça nous rassemblait aussi. Et puis, au-delà de ça, il y a l'aide aux porteurs de projets, l'aide à des personnes qui ont la volonté d'ouvrir des cafés-jeux. Et il n'y a pas de recette magique, c'est beaucoup de travail, mais on peut accompagner, fournir des conseils, de l'aide, voire un peu plus encore s'il le faut. Ouais. Ok. Et donc pour nous refaire un petit historique, le réseau des cafés ludiques, ça a commencé quand ? Et ça a été un tout petit au début, puis après, ou bien... C'était tout petit au début. Donc mon café-jeu, je l'ai ouvert en 2012, il y a 8 ans. Déjà à cette époque-là, il y avait un embryon de café-jeu, de réseau de café-jeux, avec quelques café-jeux associatifs. Moi, je m'en fous, je triche. À Lyon, Archijeux à Cray, La Feinte de l'Ours à Nancy, qui tous les 3 partageaient beaucoup de pratiques de bar à jeux associatifs et qui voulaient se regrouper. Et puis, ils ont ouvert la porte à des café-jeux en société, comme le mien, comme Café des Jeux à Grenoble ou la Muse Café à Bordeaux, par exemple. Et puis, on était 6, 7, une dizaine à tout casser. Il y a 3 ans, notre première assemblée générale constitutive a lancé l'association. Et puis chaque année, on a une dizaine d'adhérents supplémentaires. Et maintenant, on a une quarantaine d'adhésions. On estime le nombre de cafés-jeux en France selon les critères de définition. À entre 80 et 120 cafés-jeux. D'accord. Selon ce qu'on détermine comme café-jeu. Mais du coup, on est grosso modo entre la moitié et le tiers des cafés-jeux de France. Et quand tu parlais au début de café-jeu associatif, qu'est-ce qui distingue un café-jeu associatif d'un café-jeu pas associatif ? L'ADN. En fait, c'est vraiment pas ce à quoi il ressemble,
mais vraiment de l'ADN. En fait, le café-jeu associatif est porté par une association qui va chercher un local, qui va avoir des bénévoles, qui vont faire de l'accueil, des permanences pour accueillir des membres de l'association. Les cafés-jeux associatifs sont réservés aux membres de l'association, qui vont pouvoir accéder à un lieu, à un bar, à des jeux. Okay. Fondamentalement, c'est ça, un café associatif. Après, l'adhésion, moi je m'en fous, je triche par exemple, pour y être allé dernièrement, l'adhésion est de 6 €. Donc c'est pas un acte financier, oui. Okay. Mais c'est réservé aux membres de l'association, qui sont très nombreux pour le coup, et tenus par des permanences bénévoles. Okay. Dans les structures qu'on va dire commerciales, en société, là l'objectif il est d'avoir une pérennité économique qui passe par de la vente de boissons, qui passe par la vente de snacks la plupart du temps, de l'accueil avec des salariés, des barman, des animateurs qui vont accueillir les gens, mettre en jeu. Donc on va avoir une démarche très similaire de vivre ensemble, de mettre en jeu, expliquer, promouvoir le jeu de société moderne, mais pas tout à fait de la même façon. On discutait par exemple, moi je m'en fous, je reprends cet exemple, mais c'est 70 bénévoles qui tiennent des permanences. Globalement, café-jeu commercial, c'est plutôt 3-5 salariés. Oui. Donc en nombre de personnes, c'est pas la même chose. Après, les bénévoles vont faire 1-2 permanences par semaine. Les salariés vont être à temps plein, donc 5 jours par semaine. Enfin bref, c'est... D'accord. Donc on a dans les cafés-jeux associatifs plutôt une foultitude de gens qui font tous une petite main à la pâte. C'est ça. Et dans les cafés-jeux comme le tien et comme beaucoup d'autres, là un modèle plus économique, commercial, pérenne, où on aura moins de monde qui sera plus présent sur le projet. Exactement. Je sais que vous avez, si je ne dis pas de bêtises, votre assemblée générale bientôt. On a notre assemblée générale samedi de 16h30 à 18h30. C'est une assemblée générale qui est ouverte. D'accord. Il y a eu une petite confusion sur le programme du festival. Okay. Donc elle est ouverte, n'importe qui peut venir. D'accord. Qu'il soit porteur de projet, café-jeu non membre, pas du tout café-jeu mais juste curieux. Ouais. Alors une assemblée générale, on va être très honnête, c'est pas le moment idéal de la rencontre, de l'échange. C'est un moment un peu formel avec des votes, avec des présentations de bilan d'activité. Donc soyons honnêtes, c'est pas le moment idéal pour faire les rencontres. Ouais. Par contre, si je peux me permettre, on est aussi présent tous les soirs au off. Ah ah, oui, ça, c'était mon point suivant. Pourquoi est-ce que vous êtes présent tous les soirs au off, dis-moi? Alors on est présent tous les soirs au off parce que l'organisation du Festival des Jeux de Cannes missionne le réseau des cafés-jeux pour tenir la buvette du off du festival. C'est la 5e fois qu'ils nous missionnent pour cela. On en est honoré. Au début, les premières fois, c'était un vrai challenge de mobiliser des gens pour un tel événement. Et au final, ça nous permet beaucoup de choses en fait. Ça nous permet de rencontrer des porteurs de projets, de rencontrer des professionnels du monde du jeu dans un cadre qui nous est familier, puisqu'on sert des bières. Mais ce qui est quand même bien. C'est vrai, je sais plus, je crois que c'est Guillaume, moi je savais pas au départ que c'était vous qui vous occupiez de ça. C'est Guillaume qui a mentionné, j'ai fait c'est marrant. Et après mon cerveau dans un deuxième moment a fait mais c'est super, bah oui en fait. Et oui en fait, c'est voilà, tout à fait. Tu disais donc que l'AG était ouverte aux cafés-jeux qui ne sont pas encore membres du réseau des cafés ludiques. Moi si j'ai un café ludique et que je suis pas encore membre, qu'est-ce que je peux, à quoi est-ce que je peux m'attendre en rejoignant le réseau des cafés ludiques? Le réseau des cafés ludiques a 3 objectifs, 3 objets. Le premier c'est de l'entraide, le partage entre nous. On s'entraide sur de l'animation, on s'entraide sur les jeux, comment mettre en jeu, sur des opérations très particulières en lien avec des éditeurs par exemple. D'accord. Cette année on a reçu le championnat de King Domino, on a reçu, tout à l'heure il y avait Ori Games par exemple, et Renegade, on a reçu l'Open de France de Clank, qu'on a co-organisé. Voilà, non, ce sont des événements, de l'animation. La partie bar également, sur les équipements, sur les cartes de consommation, sur la formation, l'accompagnement. Des questions peut-être un peu triviales, mais nécessaires et légitimes des membres. Ça, c'est l'activité entre membres, qui sont déjà ouverts, qui sont déjà installés et qui ont des questions de fonctionnement. Les porteurs de projets, l'aide aux porteurs de projets. On a globalement une 30aine de porteurs de projets qui nous contactent chaque année et un tiers ouvre.
grosso modo, au cours de l'année. Du coup, c'est vraiment une belle activité auquel on consacre beaucoup de temps pour éviter que certains tombent dans des pièges ou des prérequis ou des jugements qui ne sont pas tout à fait justes. Et donc, on est passé par là avant eux. Évidemment. Autant les aider. C'est un partage d'expérience, je vois. Exactement. Et c'est vrai qu'en plus, il y a une sorte de système, j'ai l'impression, de façon générale, dans le monde du jeu, j'imagine que c'est particulièrement vrai pour les cafés ludiques, où on pourrait se dire qu'il y a une certaine concurrence. Bon, alors là, dans des villes différentes, c'est pas le cas. Même au sein... Ah bon? Ah bah d'accord. Alors ça va à l'encontre de mon préjugé, donc ça m'intéresse beaucoup. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai essor du bar à jeux. Je le disais, il y a 6-7 ans, où quand j'ai ouvert, on était 20 bars à jeux en France. Maintenant, on est 100-120. Ce qui fait que dans une même ville, Lyon, 7 ou 8 bars à jeux. Toulouse, 5 bars à jeux, dont 3 adhérents au réseau. Strasbourg, 4 bars à jeux. Strasbourg, l'année dernière, en 2019, est passé de 0 café-jeu à 4 en moins de 6 mois. Waouh! Comment ces quatre structures vont trouver un public, communiquer, permettre de ne pas se marcher dessus, de chacun trouver sa clientèle en bonne intelligence. Et ça va pas de soi. Oui, c'est vrai. C'est un bon... J'avais pas du tout ça en tête, mais c'est un très bon point. Du coup, c'est des sujets que vous avez commencé déjà à adresser. Oui, bien sûr. Parce qu'il est important que chacun trouve sa place. Et alors là, je prends l'exemple de Strasbourg, par exemple, où les 4 ont éclos quasiment simultanément, mais d'autres villes, à Nantes, par exemple, un café-jeu ouvre, et puis 3 ou 4 ans après, un autre café-jeu ouvre. Comment on fait pour rattraper le déficit de communication? Comment on fait pour les mettre à égalité au sein du réseau, alors qu'il y en a un qui est beaucoup plus ancien que l'autre, qu'on connaît mieux, qui est plus installé, sans créer de climat ou de choses. Et donc, transition absolument subtile, j'imagine que c'est au moment de l'ouverture d'un café-jeu que vous avez commencé à travailler ensemble, donc le réseau des cafés ludiques et Accessi-Jeux, ou c'est faux? Notre ancien président de l'association, c'est Mathieu Bonin. Mathieu Bonin qui a travaillé chez Yellow, qui a travaillé un petit peu avec d'autres éditeurs également, et Mathieu Bonin qui était bénévole, enfin administrateur à Moi je m'en fous je triche à Lyon, puis bénévole à la fin de l'ours à Nancy quand il a rejoint Nancy. Bref, c'était notre ancien président, vraiment une personne moteur dans le réseau. Et Xavier, Accessi-Jeux, lui a proposé d'être le parrain il y a 2 ans. 2 ans, je pense. 2 ans. A proposé à Mathieu Bonin, donc notre président, d'être le parrain d'Accessi-Jeux. C'est là la mise en lien, elle était là. D'accord. Et donc, toi, comment est-ce que tu as reçu cette demande? En fait, j'essaie d'avoir un peu d'historique, j'essaie d'avoir des infos. Comment est-ce que tu as reçu cette demande-là? Ça s'est passé comment pour toi à ce moment-là? C'est pas moi qui ai reçu la demande, c'est moi qui ai fait la demande à Mathieu Bonin de devenir notre parrain, puisque nous, depuis la création de l'association, on demande un parrain différent tous les ans du monde du jeu, qui soit on sent qu'il peut nous amener quelque chose pour faire avancer l'association, soit par sa notoriété, son image, il va faire en sorte que notre association soit un peu plus connue des acteurs du monde du jeu et des joueurs. Et donc Mathieu, à l'époque, on lui avait demandé de travailler encore chez Yellow et c'était un des premiers éditeurs qui nous avait fait confiance dans le développement de notre association. Et non, alors il travaillait chez Yellow avant et quand on lui a demandé de devenir notre parrain, il était déjà plus chez Yellow. Mais il était président du réseau des cafés ludiques et on s'est dit justement, à la fois pour remercier Mathieu en tant qu'éditeur au départ de nous avoir soutenus et maintenant qu'il est dans le réseau des cafés ludiques, il pourra peut-être activer quelques leviers pour faire en sorte de rendre les bars à jeux un peu plus accessibles. Donc on lui a demandé, il a accepté et c'est pour ça qu'on a commencé à initier ce partenariat avec le réseau des cafés ludiques et un troisième acteur qui sont les éditeurs de jeux. Donc c'est un triple partenariat parce que il ne faut pas oublier dans le partenariat le réseau des cafés ludiques, Accessi-Jeux et les éditeurs de jeux français. D'accord, ok. Et oui, parce qu'on en parlera un peu plus après, vraiment quand on sera sur la partie plus Accessi-Jeux, mais il y a de l'édition, enfin de la réédition dont tu parlais au début pour adapter les jeux à un public malvoyant. C'est ça, j'ai bien suivi. Oui, alors oui, on a différentes sortes de partenariats avec les éditeurs. Là, dans le cadre du partenariat de ce qu'on a fait avec le réseau des cafés ludiques, on a sollicité les éditeurs au Festival de Cannes, justement, il y a 2-3 ans, je ne sais plus trop exactement, j'ai plus la date en tête. Et avec Mathieu, on a fait la tournée des éditeurs en leur expliquant
l'idée qu'on avait de rendre les cafés-jeux un peu plus accessibles aux déficients visuels. Et donc chaque éditeur s'est plus ou moins impliqué selon ses moyens, soit en offrant des jeux, soit en nous les faisant à prix coûtant, pour faire en sorte que le réseau des cafés ludiques puisse acquérir des jeux adaptés à un prix qui ne serait pas celui qu'ils auraient si les éditeurs n'avaient pas soutenu le projet, quoi. Alors je précise, c'était en février 2018, Cannes 2018, D'accord. le début, l'amorce du projet. Et oui, le soutien des éditeurs était essentiel, puisque le réseau des cafés ludiques, là pour le coup, ce qu'on a voulu mettre en place à travers Mathieu, c'était l'acquisition d'un kit de 7 jeux rendu accessible aux déficients visuels. D'accord. Rendu accessible. Du coup, un vrai travail que pourra parler Xavier tout à l'heure, de comment on rend accessible un jeu habituel, enfin un jeu du commerce classique, comment on le rend accessible, à travers quels outils, quelles méthodes. Et derrière cette acquisition par nous, par le réseau, puis l'envoi ou la distribution, la formation auprès des 25 à l'époque cafés-jeux membres. D'accord. Et alors concrètement, ça se traduit comment? Parce que si j'ai bien compris, au début, c'était un parrainage par Mathieu Bonin pendant 1 an de Accessi-Jeux qui s'est ensuite étendu. Il y a une passation entre Mathieu et toi, j'imagine, Xavier. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez ensemble? Quels sont vos objectifs en fait? Ça s'est passé en plusieurs temps. Il y a eu cette acquisition de kits. Ça met du temps parce que des partenariats avec des éditeurs, ça met du temps au sein de l'association, même si les bénévoles, les personnels de l'association Accessi-Jeux font un travail considérable pour rendre accessible beaucoup de jeux d'un coup, 7 fois 25. C'est un vrai travail, un vrai engagement. Du coup, en un minimum de temps à la réception des jeux par les éditeurs, un engagement des éditeurs qui n'ont pu nous les offrir ou revendre à prix coûtant. Derrière une transmission, c'était à PEL 2018, Paris Ludique 2018, où il y a eu une passation entre les éditeurs Accessi-Jeux et nous, une remise des jeux en 2 temps, Paris Ludique et le Festival de Parthenay. Oui, c'est ça. Et après, on a essayé de se dire qu'on allait quand même essayer de communiquer un peu sur ce beau partenariat, parce qu'il faut le faire savoir. Faut savoir que communiquer à des déficients visuels qu'un bar à jeux est accessible ou qu'un festival est accessible, nous c'est notre problème du quotidien à l'association, parce que les déficients visuels ne vont pas forcément tous sur les réseaux sociaux, encore moins dans les groupes Facebook consacrés aux jeux, parce qu'ils ne sont pas forcément des grands gamers, parce qu'ils n'ont pas grandi avec des jeux de société qui leur étaient accessibles. Donc on a eu toute une problématique de communication, donc on a décidé de sortir 7 vidéos au total, une vidéo par jeu qui mettait en avant le jeu et comment on l'avait rendu accessible, et dire que c'était possible de venir jouer à ce jeu dans un café ludique. Il faut savoir que moi je suis un gros joueur depuis toujours, mais j'ai jamais franchi, avant le partenariat, j'avais jamais franchi la porte d'un café ludique, parce que je savais très bien que quasiment rien ne me serait accessible en fait. D'accord. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le réseau des cafés ludiques comme avec les festivals, c'est que les déficients visuels se disent j'ai aussi ma place ici, je peux rentrer, je trouverai quelque chose pour jouer. D'accord. Voilà. Ces kits n'ont pas aussi du coup ces vidéos sont sorties au printemps 2019, 1 an après le début, on peut les retrouver où? Elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube, sur notre Facebook et notre chaîne YouTube également. D'accord. Donc elles sont disponibles et diffusables. Très bien. Et du coup ça nous a permis à nous aussi de prendre en main les jeux, de communiquer. Communiquer c'est difficile. Aussi on a voulu le faire nous. Par exemple, je parlais moi là à titre de l'heure du jeu et puis du réseau. Quand j'envoyais des mails, quand j'envoyais des messages, et je comprends bien que le lecteur se dit ok, qui m'envoie ce mail? Est-ce que c'est une pub? Ah oui. Quand tu contactais les associations de déficients visuels, parce que qui du jour au lendemain on leur disait j'ai des jeux accessibles, et ils vont se dire ah oui, mais combien tu me les vends, c'est quoi le truc? C'est quoi le cheminement derrière? C'est quoi l'arnaque? Tu fais des trucs accessibles gratuitement? Mais en fait ça devrait être de base accessible. Oui, bien sûr. Pourquoi le promouvoir? Pourquoi évidemment. faire une pub sur ça, une communication? En fait parce que ça va pas de soi. Et voilà. C'est vrai. Mais du coup nos jeux sortent de nos lieux. Nos jeux sortent de nos lieux parce qu'ils deviennent aussi prêtable à une structure, à une fête de jeu, à un festival, à une structure, et on diffuse et on forme. On l'a fait nous, mais on n'est pas les seuls à avoir mis à disposition les jeux rendus accessibles et acquis par le réseau pour permettre la mise en jeu de personnes déficients visuels.
Et alors du coup, techniquement, là plus sur la partie vraiment accessi jeu, comment on fait? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un jeu sur lequel vous avez travaillé pour en faire une réédition qui soit plus accessible? En fait, donc nous on a découvert dans un salon consacré à l'autonomie des personnes handicapées il y a à peu près 4 ans. La première année, on faisait un peu les adaptations jeux avec du bricolage à droite à gauche, des bouts de scotch et des bouts de ficelle et des élastiques. Et après, on a commencé à faire imprimer vraiment des adhésifs avec des formes en relief en résine, qui sont la plupart du temps des formes géométriques, des ronds, des carrés, des triangles, des points, des fenêtres, des cœurs, des étoiles, et qui vont remplacer les informations qu'il y a sur les cartes. On adapte beaucoup de jeux de cartes, donc jeux de cartes modernes, là typiquement Oriflamme à l'As d'or, et nous ça fait déjà un mois qu'il est disponible à notre ludothèque en version adaptée, et donc là il est dispo sur notre stand au festival. Venez tous jouer à Oriflamme les yeux bandés, il n'y a pas de souci, ça marche. Super. Et voilà, donc on regarde les jeux et puis on pose des repères tactiles qui ne sont pas du braille, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même seulement 10 000 personnes en France qui lisent le braille sur 1,7 million de malvoyants profonds. D'accord. Donc on adapte les jeux pour faire en sorte que quelqu'un qui rentre dans un bar à jeux ou dans une ludothèque puisse mettre les mains sur le jeu sans connaître le braille, puisse tout de suite jouer en fait. Ok, c'est vraiment... j'ai vraiment envie de voir un jeu. J'aimerais bien voir côte à côte le jeu de base et puis l'adaptation aussi. Alors, pardon, je prends la parole. Ça tombe bien. Ça ne change rien. Non. Ah bon. En fait, vraiment, je prends un exemple, on a acquis Time Bomb, la minigame Yellow, on a acquis Time Bomb. Je fais jouer Time Bomb à des personnes voyantes, le même Time Bomb que celui qui est adapté, et ils ne voient pas la différence. D'accord. Et ça me permet aussi d'introduire parfois de la sensibilisation au public. On accueille des structures, des espaces jeunes par exemple, etc. Et juste on pose la question toute bête, mais vous avez vu là il y a un petit trou dans le coin, et vous avez vu là il y a un petite gommette. Ouais. Oui. Mais bien sûr, cette sensibilisation-là au handicap, la mise en situation de handicap et comment on peut être inclusif, ça nous permet de parler aussi à des publics qui sont totalement voyantes. Ok. Aussi parce que pour nous, dans l'inclusion, c'est deux typologies de personnes qui font des efforts chacune de leur côté pour se rencontrer. Ouais. Et c'est pas juste de dire on va adapter le jeu pour que les malvoyants puissent y jouer. Il faut aussi qu'il reste agréable pour que les voyants aient plaisir à y jouer. Donc on aurait pu avoir une démarche de dire on va mettre des trucs, du papier de verre pour dire c'est rugueux, de la feutrine pour dire c'est doux, etc. Et il y a d'ailleurs beaucoup de ludothécaires qui le font et ça fonctionne sur pas mal de jeux. Mais nous on fonctionne vraiment avec des textures transparentes pour faire en sorte et d'abord que le travail des graphistes, des éditeurs soit respecté, ce qui aide aussi à ce qu'on soit bien poussé dans le monde du jeu, au niveau de nos adaptations, on dénature pas le jeu. Et la rencontre se fait parce que les voyants ont le jeu qui est agréable pour eux et les déficients visuels ont le jeu qui leur est accessible aussi. Ok, et je vais en profiter pour finir en mentionnant donc cette boîte qui s'appelle Toutilix Access. Toutilix Access, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors Toutilix Access, c'est le premier jeu d'une gamme de jeux qu'on a commencé à éditer l'année dernière, qui s'appelle la gamme Access. D'accord. Dont l'objectif est de rééditer des jeux qui existent déjà, mais avec un matériel 100% accessible dès la fabrication. C'est-à-dire que nos bénévoles ne vont pas intervenir comme ils interviennent sur les 180 jeux qu'on a déjà adaptés depuis 5 ans. Généralement, on prend des boîtes, on les ouvre et on pose les repères tactiles dessus. Là, Toutilix Access est déjà fabriqué avec du matériel en relief, avec des cartes avec du braille, une ergonomie de carte particulière qui fait que dès qu'on prend la carte dans la main, on sait dans quel sens la tenir, etc. Donc là, c'est le premier jeu qui est sorti à Noël dernier, fin de l'année dernière. Et là, on est en train de travailler sur l'édition du 2e jeu, qui va être Mo Access, le jeu Mo de Bruno Catala, qui a déjà connu aussi, lui, un joli succès. Et que du coup, on va rééditer, alors pas en jeu de cartes, parce que c'est un jeu de cartes où on va poser des cartes côte à côte. Et si un déficient visuel veut aller toucher sa carte pour savoir quelle carte est sur la table, les cartes vont un petit peu se chevaucher, se mélanger. Donc Mo va devenir un jeu de tuiles, avec des tuiles qui s'embriquent un peu les unes dans les autres pour justement qu'elles ne bougent pas quand on va les toucher. Ouais. Et il va être adapté comme pour Toutilix. Dans Toutilix, c'est une version avec des lettres en braille, gros caractères et relief. Et là, sur Mo Access, on aura, donc c'est un jeu de chiffres, donc on aura les chiffres en braille, gros caractères et relief, et accessible à tous avec un effort fait par Bonny, l'illustrateur, pour que le jeu reste aussi agréable pour les gens qui voient bien.
Voilà. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci Xavier. Merci pour l'invitation. Merci Xavier. Merci. Et puis c'était très intéressant. Donc on a eu plein d'infos sur notamment le réseau des cafés ludiques. On a eu des infos sur Accessi-Jeux, sur la collaboration entre les deux. Si vous voulez en savoir plus, vous l'avez compris, il y a des petites vidéos qui sont disponibles aux deux adresses. Et bien merci à vous et puis on se retrouve bientôt. Merci Mathilde. Cannes, Cannes.